Donc on va partir sur une session physiopathologie de la fibromyalgie. Donc la physiopathologie, c'est un petit peu le fonctionnement, comment ça arrive et pourquoi ça arrive. Alors on va commencer avec Didier Boissira, qui est directeur de recherche à l'INSERM, neurologue et chercheur en neurosciences. Sophie Peuzet, qui est chercheur en neurobiologie à l'ESPCI. Et puis Ron Kuppers, qui est chercheur en neuroimagerie, spécialiste de la neuroimagerie à l'hôpital de Copenhague, de mémoire, qui n'a pas pu se rendre en France parce qu'on est en zone rouge. Donc on a une petite vidéo de lui qui va nous décrire un petit peu ce qu'on peut voir en neuroimagerie. Didier, je te passe la parole pour... tu as une quinzaine de minutes. Ok, merci Laurent, bonjour à tous. Nous allons donc aborder la physiopathologie, si je peux avoir la prochaine diapositive. Voilà, non, c'était bien. Donc, parler des mécanismes qui sous-tendent les symptômes de la fibromyalgie. Alors, il faut d'emblée dire que c'est un domaine qui a véritablement explosé, je dirais, depuis les 15 à 20 dernières années, avec un nombre d'études absolument considérables qui ont été publiées pour essayer de comprendre les différents symptômes de la fibromyalgie, en particulier la douleur. Bien sûr, toutes les études publiées ne sont pas d'excellente qualité, loin de là, mais on a pu constater quand même une amélioration constante de la qualité des études au cours du temps. Donc de fait, nous avons aujourd'hui énormément d'informations sur le sujet. Comme vous allez le voir, ce n'est pas si simple de faire le tri dans tout ça, mais néanmoins, on peut au moins souligner ce fait. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'il y a 15 ans, on parlait, comme ça a été évoqué ce matin, de la fibromyalgie comme d'un syndrome médicalement non expliqué. En gros, parce qu'on n'avait pas, comme on ne trouve pas de lésions ou de pathologie objective chez ces patients, eh bien, on considérait que c'était médicalement non expliqué, et donc on n'avait pas d'hypothèse physiopathologique ou très peu. Et comme vous allez voir, aujourd'hui, on est plutôt dans une situation presque inverse où on a beaucoup de données sur des mécanismes physiopathologiques potentiels, des mécanismes potentiels. On est donc passé d'une situation d'absence d'hypothèse physiopathologique à plutôt une situation de pléthore. Alors, ce n'est pas forcément beaucoup plus simple de gérer la pléthore, mais néanmoins, on voit bien qu'on va pouvoir, on a au moins des hypothèses de travail pour le futur, et j'y reviendrai dans un instant. Alors, pour aller d'emblée dans le vif du sujet, je dirais que depuis le début, il y a eu deux grands types d'hypothèses mécanistiques, physiopathologiques, qui ont été proposées pour rendre compte des symptômes de la fibromyalgie. Beaucoup d'auteurs se sont attachés à mettre en avant des mécanismes centraux, c'est-à-dire dans le système nerveux central, dans le cerveau, pour faire simple, et donc on va voir que c'était quand même ces hypothèses-là et ces travaux-là qui ont largement dominé les débats au cours des 15 dernières années. Néanmoins, il y a toujours eu en parallèle de ces travaux sur vraiment les mécanismes cérébraux, on va dire, de la fibromyalgie, d'autres auteurs qui se sont intéressés aux mécanismes périphériques. Bien sûr, les patients se plaignent de douleurs dans les muscles. Pourquoi ne pas chercher dans les muscles s'il n'y a pas une anomalie dans les muscles? Ça paraît d'une logique implacable. Donc évidemment, il y a eu des travaux pour rechercher des anomalies, notamment musculaires. Et puis, on va y revenir, quelque chose de beaucoup plus récent. On s'est rendu compte que peut-être aussi des anomalies nerveuses, donc des nerfs périphériques, pourraient également être impliquées, au moins chez un sous-groupe de patients. Alors, il y a beaucoup de difficultés, comme je le disais, dans ces études. Bon, leur nombre est là, mais la qualité n'est pas toujours présente. Et en plus, il y a certains domaines on peut dire que, bon, vous l'avez compris, avec toutes les présentations de la matinée, la fibromyalgie, c'est un syndrome avec une constellation de symptômes. Il n'y a pas que la douleur, loin de là. Et pour des raisons, on va dire, de faisabilité, la plupart des études se sont consacrées à la douleur, le mécanisme de la douleur. Il y a très peu d'études sur le mécanisme de la fatigue, par exemple, qui, comme vous l'avez compris, est un des symptômes majeurs de la fibromyalgie. Donc, la plupart des hypothèses dont on dispose aujourd'hui visent à expliquer les douleurs diffuses dont se plaignent ces patients. Mais on peut rappeler quand même qu'il n'y a pas de fibromyalgie sans douleur.
Donc, et il y a aussi d'autres limites à ces études, c'est qu'il n'y a pas d'études chez le jeune. Donc, on n'a aucune idée de la physiopathologie des douleurs chez les jeunes. On peut imaginer que ça peut ressembler à celle de l'adulte, mais on n'en sait rien. Donc, comme l'a dit ce matin Elisabeth Fournier-Charrière, eh bien, on a beaucoup de difficultés pour l'instant à classifier ces douleurs chez les patients jeunes. Alors, donc, on va aborder d'emblée les mécanismes centraux avec deux grands types de mécanismes. Une partie des auteurs ont fait de la fibromyalgie une maladie du stress. Alors pourquoi le stress ? Le stress, je rappellerai que c'est, en gros, on peut le définir comme un état de l'organisme lié à des perturbations de l'homéostasie, des perturbations qui peuvent être aiguës ou chroniques, et qui sont elles-mêmes, ces perturbations, liées à différents événements, différentes expériences qui peuvent être traumatisantes, alors qui peuvent être physiques, une maladie, une infection, un traumatisme physique, mais également bien sûr des expériences psychologiques ou émotionnelles. Et donc, en réponse à ces perturbations, l'organisme, lui, va chercher à rétablir l'homéostasie. Et il y a donc dans l'organisme, dans le cerveau et dans le système nerveux central, eh bien, un certain nombre de mécanismes qui sont connus depuis un certain nombre d'années de régulation du stress. Le stress, donc, a plutôt un rôle protecteur initialement, mais bien entendu, comme tout système physiologique, il peut être perturbé, soit en excès, soit en défaut. Et donc, on peut avoir des pathologies liées à une mauvaise réponse au stress. Et donc, il était tout à fait logique d'envisager que la fibromyalgie, comme d'autres douleurs chroniques, d'ailleurs, ce n'est pas spécifique à la fibromyalgie, mais que la fibromyalgie soit dépendante en partie d'altération du stress, puisque le stress met en jeu la plupart des fonctions de l'organisme. Comme c'est indiqué ici, on connaît à peu près bien le fonctionnement de l'axe du stress, qu'on appelle l'axe du stress, de la réponse au stress, plus exactement, qui part de l'hypothalamus, donc dans le cerveau, une zone profonde du cerveau, qui va vers l'hypophyse, cette fameuse glande, et qui va ensuite vers la surrénale, une autre glande localisée juste au-dessus des reins. Et il y a un certain nombre de médiateurs, de molécules qui sont connues pour avoir un rôle majeur là-dedans. Vous avez sûrement entendu parler du cortisol, bien sûr, l'ACTH. Donc, on sait que c'est un système de réponse au stress qui est bien connu et bien identifié, à la fois chez l'animal d'ailleurs et chez l'homme. Et ce système, donc hypothalamo-hypophysaire, est directement connecté à ce qu'on appelle les systèmes végétatifs, les systèmes autonomes, c'est-à-dire tous les systèmes qui régulent les grandes fonctions de l'organisme, la respiration, les systèmes cardiovasculaires, la thermorégulation, etc. Puisque quand on a un stress, il faut rétablir l'homéostasie de tous ces systèmes. Et donc, on voit bien qu'on a là à faire des systèmes extrêmement ubiquitaires qui vont concerner de nombreuses fonctions de l'organisme. Et il était tentant de penser que des altérations de ces systèmes pouvaient expliquer les nombreux symptômes de la fibromyalgie. Donc, on a rapidement cherché des anomalies de la réponse au stress chez les patients. Et on a trouvé des choses. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a trouvé que ces patients avaient par exemple des altérations du cortisol. Les taux de cortisol ne sont pas normaux chez les patients fibromyalgiques. Malheureusement, les données concernant le cortisol sont loin d'être unanimes, et il y a des résultats contradictoires. Certaines études montraient plutôt une diminution du cortisol, d'autres plutôt une augmentation. Bref, en tous les cas, on considère aujourd'hui que c'est un test qui n'est pas très fiable, mais néanmoins, c'est quelque chose qui a été démontré. Et il y a eu beaucoup d'autres analyses sur le système à la fois hypothalamo-hypophysaire et puis sur le système autonomique. Et on a surtout cherché à vérifier dans quelle mesure ces systèmes répondaient de façon normale dans les conditions de stress. Alors, on peut faire des stress expérimentaux, et on pouvait donc voir dans quelle mesure les patients avaient une réponse normale par rapport à des sujets contrôle. Eh bien, en général, la plupart des études ont conclu que les patients fibromyalgiques avaient plutôt un état de réponse au stress qui était diminué, une hyporéaction au stress. Donc, ils répondraient moins bien que la plupart des sujets à des stimulations stressantes, à des conditions stressantes. Et on peut tout à fait imaginer que la répétition des traumatismes, qu'ils soient physiques, psychologiques, émotionnels, sur un système qui est lui-même fragilisé, puisse entraîner des altérations de longue durée et qui puissent être à l'origine de nombreux symptômes, dont la douleur, car je n'ai pas dit une chose très importante, c'est que ces systèmes de régulation du stress sont directement corrélés
reliées plutôt ou connectées aux régions qui contrôlent la douleur dans le cerveau. Donc on a des fortes connexions entre les systèmes de régulation du stress et les systèmes de régulation de la douleur. Donc quand l'un est perturbé, l'autre est également perturbé. Donc tout ça était plutôt satisfaisant sur un plan intellectuel. Donc on a imaginez que ces patients avaient une diminution de la réactivité au stress était moins bonne. On peut également montrer que leur système sympathique, ces fameux systèmes autonomiques, sont altérés à l'état de base, mais aussi lorsqu'on les stimule, lorsqu'on les provoque par des réactions, des conditions stressantes. Et là encore, la réaction est plutôt moindre que chez des sujets contrôle. Donc tout ça était plutôt intéressant, mais la grosse difficulté dans tout ça, c'est que premièrement, il n'y a aucune spécificité là-dedans, puisque ces anomalies de la réaction au stress, elles sont communes, elles sont retrouvées dans la plupart des syndromes douloureux chroniques, mais pas seulement. Par exemple, chez la plupart chez beaucoup de patients déprimés, on retrouve ce type d'altération. Donc il n'y avait aucune spécificité. Et surtout, vous avez la petite poule et l'œuf là en haut de la diapositive à droite, c'est qu'on ne sait pas très bien quelle est la cause et la conséquence dans tout ça, puisque, bien entendu, comme je l'ai expliqué, on peut imaginer que des altérations de la réponse au stress soient à l'origine de la douleur, mais la douleur elle-même peut entraîner est une forme de stress et peut elle-même entraîner des altérations de la réponse au stress. Vous voyez qu'on est un petit peu dans un serpent qui se mord la queue, un peu un cercle vicieux. Néanmoins, on voit là qu'il y a quand même des hypothèses mécanistiques qui sont tout à fait plausibles et qui s'appuient sur des données relativement objectives. Il y a des choses qu'on peut doser, qu'on peut mesurer. Donc la deuxième grande hypothèse physiopathologique, ce sont les altérations des systèmes de détection de la douleur. Donc on fait dans ce cas-là de la fibromyalgie une maladie de la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont les systèmes qui détectent la douleur qui sont eux-mêmes défaillants, en particulier les systèmes qui modulent la douleur. On sait depuis très longtemps qu'il existe dans notre cerveau des systèmes de contrôle et de modulation de la douleur extrêmement puissants qui permettent de la moduler soit dans le sens d'une augmentation, soit dans le sens d'une diminution. Ces systèmes ont été bien identifiés à la fois dans des modèles expérimentaux, chez l'animal, chez l'homme. On sait qu'il faut intervenir un certain nombre de substances comme les morphines endogènes, les catécholamines, la noradrénaline, la sérotonine, etc. Donc on a beaucoup d'informations sur ces systèmes qui sont extrêmement puissants. On sait à peu près où ils sont localisés dans le cerveau. Et on sait que des altérations de ces systèmes, puisqu'ils sont très puissants, peut avoir des conséquences très importantes en termes de symptomatologie clinique. Et donc, on peut imaginer, donc, il y a à la fois des systèmes qui sont plutôt inhibiteurs, donc qui vont diminuer la transmission de la douleur, et puis d'autres qui sont plutôt facilitateurs, qui augmentent la transmission de la douleur. Et ce qu'on a pu montrer chez les patients, en utilisant un certain nombre d'expériences relativement simples finalement, c'est qu'il pouvait y avoir à la fois une réduction de l'inhibition et une augmentation de la facilitation. Donc tout ce qu'il faut pour entraîner une augmentation de la douleur. Elle est moins inhibée et elle est plus facilitée. Donc on est vraiment dans le sens d'une augmentation de l'excitabilité, de la réponse de l'ensemble des systèmes de détection de la douleur. Et c'est ça qui va produire cette fameuse sensibilisation centrale dont on a parlé un petit peu déjà ce matin, c'est-à-dire cet état d'hyperexcitabilité, de réponse absolument anormalement élevée de tous les neurones impliqués dans la détection et la transmission de la douleur dans le cerveau, qui sont dans un état d'hypersensibilité, d'où le nom sensibilisation centrale. Et on comprend bien que ce type de modifications qui peuvent être de très longue durée puissent expliquer beaucoup des symptômes de la fibromyalgie, en particulier les douleurs diffuses et cette fameuse hypersensibilité à la pression, au contact même, que décrivent un très grand nombre de patients. Donc on a là les deux principales hypothèses qui sont aujourd'hui, on va dire, les mieux documentées, puisqu'il existe des dizaines de travaux aujourd'hui qui ont confirmé qu'à la fois on avait une altération des systèmes de modulation chez les patients fibromyalgiques, en tous les cas chez une grande partie d'entre eux, et que ça pouvait être un des mécanismes conduisant à cette fameuse sensibilisation centrale, donc cette altération de l'excitabilité des systèmes de détection. Donc voilà, fibromyalgie, maladie de la douleur. Et puis donc ces deux types d'hypothèses, eh bien, elles ne sont pas du tout mutuellement exclusives. On peut tout à fait faire des liens. Comme je l'indiquais tout à l'heure, le système de régulation du stress est très fortement relié dans le cerveau au système de régulation et de modulation de la douleur. Et on pourrait proposer ce type de schéma qui est présenté sur la diapositive avec... On peut imaginer que des facteurs prédisposants génétiques, par exemple, entraînent un dysfonctionnement de l'axe du stress,
avec l'accumulation d'un certain nombre d'expériences traumatisantes, eh bien, ça va produire des dysfonctions qui peuvent toucher le système de modulation de la douleur, produire cette fameuse sensibilisation centrale et ensuite expliquer l'amplification des douleurs et autres symptômes. Donc on voit qu'on peut essayer de proposer des théories un petit peu unitaires ou des hypothèses en tous les cas unicistes où on essaie de mettre ensemble les différentes données dont on dispose à la fois sur les altérations de l'axe du stress et les altérations de l'axe des régulations de la douleur, la modulation de la douleur. Bien entendu, il s'agit là simplement d'une hypothèse, c'est totalement hypothétique, mais ça peut constituer, par exemple, ce schéma, on pourrait en faire d'autres, il y en a beaucoup d'autres qui sont possibles, mais ça peut constituer une hypothèse de travail qu'on peut en tous les cas vérifier, tester. On peut la confirmer ou l'invalider avec des expériences. Donc, comme je le disais, ces mécanismes centraux ont fait l'objet, ont vraiment dominé les débats au cours des 15 dernières années, et on pensait véritablement qu'on tenait le bon bout et que la fibromyalgie était surtout une maladie du cerveau finalement, et qu'il fallait chercher vraiment à ce niveau-là. Et puis, il y avait quand même toujours un certain nombre d'auteurs qui gardaient l'idée d'une possible atteinte périphérique. Et on a pu montrer, effectivement, quand on fait des analyses chez ces patients, eh bien, on trouve des anomalies au niveau musculaire. On peut faire des tests plus ou moins sophistiqués et on peut montrer des altérations de l'oxydation, du métabolisme des muscles. Et donc, pourquoi pas, ça pourrait tout à fait intervenir dans les mécanismes de la douleur, peut-être même de la fatigue, pourquoi pas. Sauf que, encore une fois, le problème, c'est que ces altérations, ces anomalies, elles sont retrouvées dans certaines études et pas dans d'autres. Les études dans lesquelles on les retrouve sont souvent des petites études de qualité plutôt médiocre. Donc aujourd'hui, toutes ces hypothèses concernant le rôle des altérations musculaires n'est pas complètement vérifiée, loin de là. Et on se pose toujours la même question, rappelez-vous de l'œuf et de la poule. On peut tout à fait imaginer que les altérations musculaires soient secondaires à la douleur et qu'ils ne soient pas la cause de la douleur. Donc c'est plutôt des conséquences que la cause de la douleur. Puis plus récemment, il y a un autre pan de recherche qui s'est développé, c'est l'hypothèse selon laquelle la fibromyalgie pourrait, chez certains patients, dépendre d'atteintes du système nerveux périphérique, des nerfs périphériques. Et on a retrouvé, cette hypothèse s'appuyait sur des données qui ont permis de montrer que chez un certain nombre de patients, eh bien, on avait des altérations des fibres nerveuses qu'on pouvait prélever à la périphérie, avec une diminution de certaines fibres, notamment ce qu'on appelle les petites fibres, les fibres qui sont justement celles qui conduisent, qui transmettent les messages de douleur depuis la périphérie jusqu'à la moelle épinière. Et donc on a retrouvé chez un relativement grand nombre de patients, jusqu'à 30%, 40% des patients fibromyalgiques présenteraient des altérations des fibres périphériques. Donc on est dans un domaine complètement différent. Et avec... on pourrait se poser la question, est-ce que finalement la fibromyalgie n'est pas chez au moins certains patients une maladie des nerfs, donc une neuropathie. Et des neuropathies, on en connaît, une maladie qui s'associe à exactement le même type d'anomalie, c'est le diabète, avec des atteintes des nerfs similaires à celles qui sont décrites chez certains patients fibromyalgiques, mais ces patients présentent aussi des douleurs, les patients diabétiques, mais ces douleurs n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, en tout cas pas la même localisation que les douleurs de la fibromyalgie, mais néanmoins, la découverte de ces anomalies nerveuses objectives, on peut mesurer le nombre de fibres chez ces patients, a quand même perturbé beaucoup un certain nombre de chercheurs, et c'est aujourd'hui une des pistes, puisqu'on se dit peut-être que finalement, il n'y a pas que les mécanismes centraux, ou peut-être qu'il y a les deux chez certains patients, on ne peut pas du tout l'exclure, et que finalement, il faut aussi aller regarder à la périphérie, et il est peut-être intéressant de vérifier si chez un sous-groupe de patients, ces mécanismes-là ne joueraient pas un rôle important. Donc on voit bien qu'on a de nombreux mécanismes potentiels. Encore une fois, rien n'est mutuellement exclusif. On peut tout à fait imaginer que plusieurs mécanismes coexistent chez un même patient, mais aussi on peut imaginer que certains mécanismes soient présents chez un sous-groupe de patients et d'autres chez un autre sous-groupe de patients. Et donc, on l'a répété ce matin, la fibromyalgie est quelque chose d'hétérogène en termes de présentation clinique. On peut tout à fait imaginer que cette hétérogénéité clinique reflète une hétérogénéité des mécanismes. Et donc, que les mécanismes impliqués ne soient pas les mêmes dans les différents sous-groupes de patients. Et si c'était le cas, on peut tout à fait imaginer que la prise en charge thérapeutique ne soit pas la même dans les différents sous-groupes de patients. Donc on voit là qu'on a une piste de recherche tout à fait intéressante. Et pour identifier les sous-groupes de patients, l'idéal serait de disposer de biomarqueurs
donc de tests, de dosage ou de tests biologiques qui permettraient de confirmer la présence d'un mécanisme chez un groupe de patients, en tous les cas, ou même chez un patient individuel. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux pour essayer d'identifier ces fameux biomarqueurs qui manquent tellement à la fibromyalgie, mais rassurez-vous, ils manquent aussi à toutes les douleurs chroniques, hein, ce n'est pas que la fibromyalgie. Eh bien, on a trouvé, quand on cherche, on trouve, hein, finalement, on a trouvé un très grand nombre d'altérations chez ces patients. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais quel que soit l'endroit où on dose, que ce soit le sang, la salive, les urines, on trouve toujours des anomalies qui vont concerner des différentes molécules, des marqueurs du stress ou des neuropeptides, la substance P, des choses comme ça. Bref, on a trouvé plein d'anomalies. Le problème, c'est qu'encore une fois, rien n'est très stable. On a à chaque fois des résultats contradictoires. Et surtout, c'est que rien n'est spécifique. Il n'y a rien de spécifique là-dedans. On fait les mêmes dosages dans d'autres douleurs chroniques, et on trouve la même chose. Et si on le fait dans d'autres situations que la douleur chronique, notamment la dépression, on trouve souvent des choses qui ressemblent. Donc, vous voyez, on est quand même encore dans un balbutiement, hein, puisqu'on a plein d'anomalies. On n'est pas capable pour l'instant de faire le lien entre ces anomalies et les symptômes. On peut imaginer qu'il y a beaucoup de mécanismes différents et qu'on sera peut-être un jour capable de faire ce lien. En tous les cas, il y a encore beaucoup de travaux dans ce domaine. Et on peut dire que c'est un peu la même chose pour la génétique, hein, puisque vous savez qu'on peut aujourd'hui faire des tests, des marqueurs génétiques de plus en plus précis. Il y en a eu beaucoup dans le domaine de la neuropathie, de la fibromyalgie. Et là encore, on a trouvé des anomalies, mais tout reste à confirmer. Donc, un domaine en pleine évolution, je dirais, pour terminer, domaine en pleine évolution qui a vraiment connu une véritable explosion au cours des dernières années. On est maintenant dans une pléthore de données et il faut faire maintenant de nouvelles études, notamment des études, c'était répété à plusieurs reprises ce matin, mais des études de longue durée pour faire le lien entre les modifications, les anomalies biologiques que l'on observe et l'évolution des symptômes. Il n'y a qu'en utilisant ce type d'études qu'on pourra faire un lien de causalité entre ces anomalies biologiques ou neurobiologiques et la symptomatologie. Voilà, je vous remercie. Merci Didier. Alors là, parfaitement dans les temps. Bravo. Sophie, est-ce qu'on peut attendre des choses des modèles ? Alors, c'est ce qu'on va voir. Pas si simple, vous allez voir. Donc, oui, bonjour. Donc, moi, je suis neurobiologiste. Donc, on m'a demandé dans cette expertise collective d'évaluer les modèles animaux de fibromyalgie. Alors, tout d'abord, pourquoi a-t-on besoin de modèles animaux ? Eh bien, vous le savez sûrement, dans le développement d'une stratégie thérapeutique, en fait, on a besoin de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques à l'origine de ce symptôme ou de cette pathologie, pour ensuite avoir une stratégie, pour arriver à une cible thérapeutique. Et enfin, lorsque cette cible est trouvée, on a besoin donc de développer un certain nombre de molécules par des industries pharmaceutiques ou les labos académiques, et ensuite de les tester, de tester l'efficacité sur ce modèle ou sur ces symptômes. Et donc c'est à ce moment-là que cette recherche dite préclinique, donc qui est le stade avant la recherche clinique, la recherche clinique c'est la recherche qui est faite chez l'homme, donc sur ces modèles animaux est réalisée. Cette recherche préclinique, un petit mot juste pour dire que toutes ces études en fait sont extrêmement encadrées par des lois de bioéthique extrêmement strictes, dans lequel le bien-être animal doit être absolument conservé, ou tout doit être fait pour que ce bien-être animal soit conservé. Alors, pour revenir maintenant aux modèles animaux de fibromyalgie, eh bien, d'une façon générale, disons que dans ces modèles animaux, il y a une prise en compte du fait qu'il faut que ces modèles soient valides, qu'il y ait la meilleure validité possible. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire de la médecine, on va dire, en fait, il y a un certain nombre de traitements qu'on a essayé de développer avec ces modèles animaux qui ont fait le sujet d'écueils, malheureusement massifs parfois. C'est-à-dire que des molécules étaient très efficaces sur des modèles animaux et n'étaient absolument pas sur les pathologies humaines. Donc depuis environ 5 ans, en fait, il y a une prise en compte qui a été faite par les neurobiologistes de différents domaines, des neurosciences en particulier, sur le fait qu'il fallait valider ces modèles. Et donc des critères de validation ont émané. La première, c'est qu'il fallait absolument qu'il y ait une similarité phénoménologique entre le modèle animal et la pathologie humaine. Il fallait qu'il y ait, et c'est souvent le cas, donc une étiologie similaire entre les deux. Et le troisième point très important, qu'il y ait une prédictibilité sur l'effet pharmacologique, c'est-à-dire qu'un traitement ou des traitements qui fonctionnaient bien sur cette pathologie devaient également être efficaces chez l'animal, et à l'inverse, les traitements qui n'étaient pas efficaces chez l'homme ne devraient pas être efficaces chez l'homme.
Donc ça, c'est les critères sur lesquels moi, du coup, que j'ai utilisés pour évaluer tous ces articles de la littérature sur ces développements de modèles et l'utilisation de ces modèles de fibromyalgie. Maintenant, quel a été un petit peu le concept? Comment est-ce que ces chercheurs ont essayé de développer ces modèles? Donc là, ça découle complètement de ce que Didier vient d'écrire. En fait, ces modèles, ils ont commencé à être créés il y a 10-15 ans, d'accord? Et du coup, à cette époque-là, on avait finalement ces moments bien avant de sa présentation, c'est-à-dire qu'on avait assez peu de mécanismes à l'époque. Et en fait, ils ont pris un certain nombre de ces mécanismes pour essayer d'obtenir des symptômes. Et donc, les symptômes, par contre, ils sont assez communs. Donc, les symptômes attendus, voulus, en fait, dans ces modèles animaux, étaient une hyperalgie disséminée, accompagnée éventuellement de symptômes autres comme la dépression ou la réduction de la qualité de sommeil. Et donc, il y a 3 grands types de modèles que je vais vous décrire très rapidement, disons que j'ai retenu dans l'expertise, du fait de la qualité des travaux, mais aussi du fait de la réitération et de l'observation systématique par différentes équipes. Donc, le premier modèle, en fait, est induit par des lésions, des injections répétées d'acide. En réalité, ce sont une sorte de sensibilisation musculaire qui est réalisée. Donc là, maintenant, si on revient à ce qu'a dit Didier, en réalité, ça part du concept même que qu'est-ce qui se passe si on va stimuler de façon répétée les fibres musculaires, tout en sachant qu'en soi, ce sont des stimulations infraliminaires, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être douloureuses en tant que telles. Mais lorsqu'on va répéter cela sur uniquement le muscle d'un seul côté, est-ce qu'on va ou pas développer ce modèle d'hypersensibilité diffuse et chronique? Et effectivement, c'est le cas. Ce qui est montré, c'est que chez le rat et la souris, en fait, ils développent des douleurs donc sur d'autres membres, d'autres territoires, y compris viscéraux, et chronique, entre guillemets. Alors, le chronique sur l'animal, c'est quelques jours à quelques semaines. Et là, vous voyez, on arrive déjà aux écueils. C'est le fait que l'aspect temporel n'est pas du tout en lien avec ce qui se passe chez l'homme. Le deuxième grand type de modèle est parti de l'observation qui avait été faite chez l'homme, des réductions d'un certain nombre de ces neurotransmetteurs, de ces amines, donc de la sérotonine, de la dopamine par exemple, dans le liquide céphalorachidien chez les patients. Et donc, les chercheurs se sont demandé qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que cette réduction en soi pourrait être à l'origine d'une douleur systématique? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une molécule assez non spécifique, pour le coup, qui s'appelle la réserpine, qui, injectée chez l'animal, induit une déplétion en ce qu'on appelle en amine biogénique. Et donc, ça donne une réduction assez massive. Et ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, ce traitement induit cette hyperalgie disséminée, chronique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'accompagne aussi d'un état, de symptômes, disons, de dépression et aussi de réduction du sommeil, en fait, de la qualité de sommeil chez ces animaux. Donc, c'est un modèle extrêmement répandu actuellement, par contre, qui a son revers de la face, disons, dans le sens où c'est assez peu spécifique, en fait. Et le troisième type de modèle que je mentionnerai s'attaque comme origine, disons, sur cette taxe du stress, encore une fois, dont Didier a beaucoup parlé. Là, la question qu'ils ont posée, c'est est-ce que finalement, si on prend les animaux sains et on va les stresser de façon relativement chronique, est-ce qu'en soi, ça peut induire une hypersensibilité, donc une douleur chronique disséminée? Et c'est effectivement le cas. Il y a différents types de voies de stresser ces animaux, par le froid de façon répétée, par le son, la nage forcée. Peu importe, disons que d'une façon très générale, que ce soit chez l'animal sain ou après une présensibilisation des muscles, en fait, on va avoir cette douleur disséminée qui va être observée chez les animaux. Maintenant, sur l'aspect pharmacologique, est-ce que ces modèles ont une bonne prédictibilité sur cet aspect pharmacologique? Globalement, oui, pour certains. Donc, c'est comme ça qu'il y a des modèles que j'avais éliminés critiquement dans l'analyse. Mais disons que sur ces modèles moi je vous dis ça peut être du relativement bon modèle avec des guillemets. En fait, une partie de cette pharmacologie qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas est relativement respectée dans ces modèles. Donc en fait, des modèles relativement intéressants qui apportent des pièces au puzzle, si on peut dire, et qui démontrent certains des mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans la sensibilisation centrale qui est à l'origine de ce phénomène d'hypersensibilité chronique, entre guillemets, chronique chez ces animaux.
Par contre, comme vous l'avez vu, la douleur n'est pas de très longue durée, il ne peut pas se comparer du tout à l'homme. Et puis, en aucun cas, ces modèles représentent la complexité entière du syndrome fibromyalgique chez l'homme. Donc, encore une fois, beaucoup de limitations de ces modèles, même s'ils apportent un certain nombre de réponses. Voilà, je vous remercie. Merci Sophie. Fonctionnel, on mesure l'activité et les changements d'activité cérébrale à la suite d'un stimulus ou d'une tâche ou au repos, illustrés respectivement dans A et B. Les techniques utilisées sont la résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, l'IRMF au repos, la tomographie par émission de positons, ou le TEP, l'EEG et la magnétoencéphalographie, ou le MEC. Actuellement, l'IRMF est de loin la technique la plus populaire. Dans l'imagerie structurelle, on s'intéresse à l'anatomie du cerveau. On utilise la Vox-Based Morphometry ou VBM pour mesurer des changements dans la matière grise, comme l'épaisseur corticale ou la volumétrie, illustrée dans C. Et ensuite, on utilise l'imagerie par diffusion pour des changements dans la matière blanche, voire D. La troisième catégorie de techniques utilise la tomographie à positons, mais cette fois-ci pour mesurer la distribution, la densité et l'activité des neurorécepteurs. Finalement, avec l'IRM spectroscopie, on peut mesurer le métabolisme cérébral pour le glutamate, le GABA et d'autres. Jusqu'ici, cette technique n'a pas été utilisée beaucoup. En dehors des différentes techniques, on retrouve aussi d'autres différentes approches méthodologiques. D'abord, il y a des études qui montrent l'activité cérébrale causée par un stimulus douloureux. Ensuite, d'autres études examinent les effets de la fibromyalgie sur les processus cognitifs. Et finalement, il y a des études qui comparent les patients avant et après une intervention thérapeutique. Dans la littérature, on retrouve en total 95 études en neuroimagerie, incluant presque 2000 patients fibromyalgiques et 1500 sujets de contrôle. À noter que 95% des sujets inclus sont des femmes, que presque tous les patients ont l'âge entre 40 et 50 ans et que la plus grande partie des patients souffrent de la fibromyalgie depuis plus de 10 ans. Donc c'est difficile de généraliser ces résultats vers la population générale de la fibromyalgie. Quand on applique un stimulus nociceptif, un ensemble d'aires corticales et sous-corticales, appelé la matrice de la douleur, s'active. Voir l'image à droite. Les études avec stimulation douloureuse cherchent à savoir notamment si chez les patients fibromyalgiques, un stimulus nociceptif induit une activation plus forte que chez les contrôles, ou encore si une stimulation qui normalement n'est pas associée avec une sensation de douleur active la matrice de la douleur chez les patients. Un total de 16 études a été effectué de cette façon. Malgré les différences importantes entre les études, on peut conclure qu'en général, la matrice de la douleur s'active plus fort chez les patients fibromyalgiques et s'active même en réponse aux stimuli qui normalement n'évoquent pas de douleur chez les normaux. Il est important de souligner que très peu de ces études ont essayé de voir si la fibromyalgie était associée avec un profil de réponse cérébrale spécifique et différent de celui d'autres formes de douleur. Un total d'11 études en IRMF au repos ont examiné s'il y avait des altérations dans les réseaux de repos chez les patients fibromyalgiques. Les résultats sont très peu concordants. 16 études ont testé l'effet d'une intervention thérapeutique, soit de type cognitif, pharmacologique ou d'un programme d'activité physique. De nouveau, on retrouve des résultats peu concordants. Pour les 12 études qui ont testé les effets de la fibromyalgie sur les processus cognitifs, les résultats sont aussi peu concordants. 14 études ont été publiées sur les changements structuraux. Dans les études VBM et diffusion, on a normalement besoin des gros échantillons avec un minimum de 30 sujets, ce qui est rarement le cas chez les études en fibromyalgie. Malgré les divergences importantes, il y a deux structures qui semblent être affectées chez les patients fibromyalgiques, le cortex singulaire antérieur et l'insula, donc deux structures qui font partie de la matrice de la douleur. Seulement 8 études TEP avec des radiotraceurs ont été publiées
donc il est difficile à faire des conclusions pertinentes. Je mentionne quand même une étude qui montre une diminution des récepteurs opioïdergiques du type mu dans le cortex singulaire antérieur, l'amygdale et le nucléus accumbens fibromyalgique. Une autre étude en TEP a utilisé 2 traceurs TEP différents pour démontrer une augmentation généralisée du signal des microglies et pas des astrophies dans les lobes frontaux et pariétaux chez les fibromyalgiques. Les résultats des 10 études en IRM spectroscopie sont très peu conclusifs. Finalement, je termine avec les études de la neuromodulation non invasive avec la stimulation magnétique transcrânienne répétitive et la stimulation transcrânienne à courant continu. Les 2 cibles les plus utilisées sont le cortex moteur primaire et le cortex dorsolatéral préfrontal. Malgré les résultats plutôt consistants avec des réductions en douleur entre 14 et 44%, il reste des importantes divergences à propos du choix idéal de la cible à stimuler. Les leçons pour le futur: on a besoin des échantillons plus larges avec des catégories de patients additionnels comme les hommes, des âges différents, durée des fibromyalgies différentes. On a besoin d'un meilleur contrôle des facteurs expérimentaux comme l'utilisation des médications, le sommeil, la dépression. On a besoin de méthodes d'acquisition et d'analyse en neuroimagerie plus avancées et multimodales. Et pour les études en neuromodulation, on a besoin de procédures de contrôle, une durée de follow-up plus importante et un choix et plus clarté sur le choix des cibles. Donc voilà les explications de Ron. Alors, on va essayer de prendre quelques questions qui ont été posées. Je voulais voir. Il y en a beaucoup. Est-ce que la fibromyalgie peut être une maladie inflammatoire? Inflammation gliale. Gliale. Pourquoi pas? Ça peut tout être. Non, l'inflammation, là, si on parle d'inflammation gliale, c'est plutôt de la neuroinflammation. Mais oui, on peut imaginer que la neuroinflammation soit impliquée dedans, puisque la neuroinflammation est un des mécanismes de la sensibilisation centrale. Donc on peut tout à fait imaginer, mais il n'y a aucune preuve dans ce sens aujourd'hui, mais on ne peut pas exclure a priori cette hypothèse. Je ne sais pas si chez l'animal il y a des données. Non, mais certaines des données dont il parlait, enfin dont Ron parlait, se suggéraient ça quand même du coup, au moins dans certaines structures du cerveau. Mais bon, ça reste à confirmer effectivement. Une question, on m'a parlé de la RTMS. Avez-vous des retours positifs sur ce sujet? Il y a pas mal de questions qui tournent autour de ce Alors, la RTMS, en fait, Ron l'a mentionné à la toute fin de son intervention, puisque c'est ce qu'il appelait les stimulations magnétiques transcrâniennes. RTMS, c'est le sigle en anglais. Oui, c'est une technique qui est utilisée maintenant depuis un certain nombre d'années chez ces patients. Elle consiste donc à envoyer un champ magnétique à travers le crâne pour aller stimuler, ou plutôt pour essayer d'agir sur ces fameux systèmes de contrôle et de modulation de la douleur que je mentionnais tout à l'heure, dont on pense qu'ils sont défaillants chez ces patients. L'idée est d'aller les réparer en quelque sorte avec ce champ magnétique. Le gros intérêt de cette technique, c'est qu'elle est totalement non-invasive. On ne touche pas les patients. On envoie simplement un champ magnétique qui n'induit aucun effet secondaire, donc il n'y a aucun risque pour le patient. Bien entendu, ça ne marche pas à tous les coups, mais en revanche, on peut avoir des résultats, et on a plusieurs études dans la fibromyalgie qui suggèrent des résultats positifs, pas seulement sur la douleur, également sur l'amélioration globale des patients en termes de qualité de vie, que ce soit le sommeil, la fatigue également peut être améliorée. Donc on peut avoir une amélioration globale de l'état des patients avec cette méthode. Par exemple, chez nous, c'est une méthode que nous utilisons maintenant en routine pour traiter certains patients. Mais bien sûr, comme l'a mentionné Ron, il y a des résultats contradictoires et on a encore besoin de beaucoup d'études pour préciser les paradigmes de stimulation, les protocoles de stimulation, le site de la stimulation, les modalités de la stimulation. On doit encore faire des études et puis surtout de montrer, de vérifier qu'on est capable de maintenir les effets très longtemps dans le temps, donc pour pouvoir traiter les patients qui ont des douleurs qui durent des mois ou des années. Une autre question pour toi, Didier. Concrètement,
Quelle analyse médicale et quels tests sont à réaliser dans le parcours de diagnostic d'une fibromyalgie pour conclure à une fibromyalgie? Pour conclure à une fibromyalgie, comme on l'a indiqué ce matin et comme je l'ai redit, il n'y a aucun test qui permet de confirmer le diagnostic de fibromyalgie puisqu'on n'a pas de biomarqueur de la fibromyalgie, où il n'y a pas d'imagerie, de radiologie, d'IRM qui permettrait de confirmer le diagnostic de fibromyalgie. En revanche, on peut être amené à faire des tests chez ces patients pour éliminer d'autres causes. Et donc, ça a été évoqué ce matin, il est important aussi, puisqu'il y a une notion de diagnostic différentiel chez les patients. Toutes les douleurs chroniques diffuses ne sont pas de la fibromyalgie, donc on peut aussi aller rechercher d'autres étiologies, d'autres causes de ces douleurs, et là on peut être bien sûr amené à faire un certain nombre de tests biologiques, de la radiologie, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun test qui permette de confirmer la fibromyalgie. Ça peut permettre simplement d'éliminer d'autres causes. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris ce que c'était que l'homéostasie. Est-ce que tu peux revenir dessus? L'homéostasie, c'est un concept français. C'est Claude Bernard qui a vraiment développé ce concept. C'est la notion d'équilibre de l'organisme. C'est le maintien des fonctions biologiques, physiologiques de base. C'est-à-dire que la température, elle est maintenue à peu près à 37. Et on régule, toutes nos fonctions physiologiques sont régulées. Donc il faut que l'organisme soit dans un certain état pour que tout fonctionne bien, pour que notre métabolisme fonctionne bien. Et quand on a des altérations de cette homéostasie, c'est tellement important l'homéostasie que l'organisme, l'évolution, a sélectionné un certain nombre de mécanismes de réponse à des perturbations de l'homéostasie. Donc c'est ce que j'ai mentionné, l'axe du stress, etc. Et donc on doit absolument maintenir l'homéostasie pour pouvoir vivre finalement. Donc c'est quelque chose d'important. C'est le maintien des constants du milieu intérieur, d'après Claude Bernard. D'après Claude Bernard. Ça me dit quelque chose. Est-ce qu'un traumatisme peut déclencher une fibromyalgie? Oui. Oui, des traumatismes, oui, surtout des traumatismes. C'est une question qui revient souvent. Oui, mais je pense que c'est une question importante. On a, oui, les traumatismes, quelle que soit leur nature. Ça peut être des traumatismes physiques, ça peut être une intervention chirurgicale, ça peut être une maladie, ça peut être une infection, mais ça peut être aussi des traumatismes psychologiques. On sait très bien qu'il y a des facteurs psychologiques qui interviennent, des expériences traumatisantes. Ça a été mentionné ce matin, mais bien sûr, les expériences extrêmement violentes de l'enfance, les abus sexuels et autres dans l'enfance sont des traumatismes majeurs, mais même des traumatismes plus mineurs peuvent être à l'origine de perturbations, notamment de l'axe du stress, mais pas seulement. Et donc, oui, on sait très bien que certains traumatismes peuvent être à l'origine de fibromyalgie, mais pas chez tout le monde, chez certains patients qui ont sûrement une susceptibilité à développer une fibromyalgie. J'ai une question aussi sur est-ce qu'on peut rapprocher la fibromyalgie des ondes électromagnétiques? Je ne comprends pas tout, mais non, on peut rapprocher la fibromyalgie des ondes électromagnétiques uniquement par le biais de la stimulation magnétique, mais ça n'a rien à voir avec les... C'est pas les électrosensibles et pardon. Je pense que c'est ça la question. Oui, d'accord. C'est comme ça que je la Oui, comprends. pardon, j'avais pas compris. Alors ça, c'est un sujet délicat. Non, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas d'études qui nous permettent de conclure sur un lien entre ondes électromagnétiques, donc l'électrosensibilité, effectivement, et qui peut donner, effectivement, chez certaines personnes des symptômes qui peuvent ressembler un petit peu à la fibromyalgie, avec des douleurs, des maux de tête, etc. Mais pour l'instant, non, on n'a pas du tout de lien avec la fibromyalgie. Peut-être une dernière question. Est-ce que le régime alimentaire spécifique peut avoir un lien sur les diminutions de la douleur? Et est-ce qu'il y a des régimes qui sont spécifiques, qui sont un peu évalués, prouvés ou qu'on pourrait recommander, susceptibles d'être recommandés? Oui, je sais. C'est une question importante qui revient souvent parce que ça serait facile de pouvoir améliorer la symptomatologie avec un régime, un régime adapté. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas été démontré. Le seul domaine de la douleur dans lequel on a peut-être un effet, c'est sur les douleurs de l'intestin irritable, qui sont souvent associés à la fibromyalgie d'ailleurs, où on a montré que certains régimes privés de ce qu'on appelle les FODMAPs pouvaient avoir un effet sur la symptomatologie. Mais en matière de fibromyalgie, ce même type de régime a été utilisé. Bon, ça peut améliorer les symptômes, les troubles digestifs. En revanche, améliorer tout le reste de la symptomatologie, c'est pas évident. Mais c'est une piste de recherche importante parce que la diététicothérapie, c'est quelque chose qu'il faudrait développer parce que c'est quelque chose de relativement facile à faire en général.